Avez-vous cette impression d'être comme coupé de vos sentiments, comme si vous étiez un robot? L'impression de vivre dans un rêve et même parfois de sortir totalement de vous-même, que votre corps se transforme et que vous ne reconnaissez plus certaines parties de votre corps. L'impression de devenir fou, c'est violent, c'est difficile à supporter. Est-ce que vous ressentez la même chose que ces personnes? Et je me suis dit, je me sens bizarre. En fait, j'étais assise, je les voyais tous, je les entendais me parler, sauf que j'avais l'impression que j'étais en train de rêver. En fait, j'étais là et en même temps, j'étais pas vraiment là. J'avais l'impression que j'étais complètement à l'ouest et je les regardais et limite, j'avais l'impression que mes paupières, elles étaient lourdes et je les regardais genre. Et je me disais, mais je suis où en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils me disent? Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas. Enfin, c'était trop bizarre. Et je les regardais et j'avais l'impression que c'était pas réel en fait. J'avais l'impression que j'étais en train de rêver. Donc c'est comme si on vivait à la troisième personne. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est lointain, je dirais. On a l'impression que les choses sont lointaines, qu'on vit dans un film, qu'on a un voile devant les yeux en fait, comme si on se regardait vivre. C'est très, très difficile à expliquer. Mais ça, c'est pour ce qui est de la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est plutôt quand on se regarde dans la glace, on a l'impression de ne pas être soi, que ce qu'on voit, c'est une tâche. Enfin, c'est difficile à expliquer aussi, mais les deux fonctionnent ensemble. C'était une sensation, en plus je travaillais dans la restauration à cette époque-là, alors je vous dis pas l'horreur. C'était une sensation en fait d'être dans mon corps et en même temps, en fait d'être en dehors de mon corps physique. C'est-à-dire de flotter à côté de mon corps. Donc je savais très bien que j'étais là, j'entendais les gens parler, mais c'est comme si en fait la déréalisation, dépersonnalisation, en fait c'est le corps, il se dissocie avec la conscience, l'esprit. En fait, pour faire simple, c'est comme une impression de rêve et un peu une impression de rêve lucide du coup, puisque t'es dans la réalité, mais t'as vraiment l'impression d'être dans un rêve. Et là où ça devient gênant, c'est que des fois, en fait, t'es à côté de la plaque parce que tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Donc au niveau de mes sensations, j'avais l'impression en fait d'être détaché de moi-même, comme si j'avais une espèce de vitre devant les yeux. Ensuite, quand je me baladais, que je regardais des paysages, j'avais comme l'impression d'être... je savais où c'était, mais j'avais l'impression de regarder les choses comme sur une carte postale. Ouais. Il y a eu un moment aussi, quand je me regardais dans le miroir, je savais que c'était moi, mais dans ma tête, je me représentais pas comme ça. En fait. J'étais resté bloqué sur la vision de moi quand j'étais plus petit, comparé dans ma peau obèse. Ouais. Et en fait, j'étais resté bloqué sur cette image-là de moi. Ma vue aussi, qui était un peu brouillée. Certaines lumières qui me dérangeaient, les lumières dans les magasins. Et votre médecin traitant ne vous comprend pas et parfois ne vous prend même pas au sérieux car vous avez énormément de mal à décrire ce qui se passe en vous. Parfois vous ne dites rien à votre entourage parce que vous avez très honte. Vous avez le sentiment de les tromper et vous culpabilisez. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'allez pas devenir fou et vous n'avez certainement pas une maladie grave. Vous souffrez sans nul doute de dépersonnalisation ou de déréalisation et c'est probablement dû, dans la majorité des cas, aux crises d'angoisse ou de panique ou à un stress qui est vraiment trop fort. Et vous voudriez vous débarrasser de ça car je pense que ça vous gâche la vie. Néo. C'est possible et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo dans laquelle j'ai réuni les meilleurs conseils que j'utilise et que j'ai pu voir dans mes recherches sur le sujet et les pièges que vous avez besoin d'éviter pour en sortir. Mais voyons ce qu'est la déréalisation et la dépersonnalisation, sujet qui est très mal connu et même parfois des psys et sur lequel il y a très peu d'études. Le symptôme de dépersonnalisation est caractérisé par le fait de se sentir étranger à soi-même, comme si l'on était un autre. Il y a une sensation d'être
hors du réel avec énormément d'éléments de transformation. Ce sentiment d'étrangeté se porte sur le moi, même s'il peut faire intervenir des tiers dans lesquels le moi serait projeté par exemple. On retrouve dans un autre symptôme la déréalisation, cette même tonalité en termes de vécu, mais cette fois-ci portée sur le monde extérieur. Donc la dépersonnalisation concerne le sujet, son moi, alors que la déréalisation va amener ce sentiment d'inquiétante étrangeté sur le monde extérieur. Vous avez donc compris à travers cette vidéo la différence entre la déréalisation et la dépersonnalisation. Et tous ces deux phénomènes, on pourrait les résumer en une seule phrase, c'est le fait d'être étranger à soi-même en quelque sorte. On parle de troubles de dépersonnalisation lorsque l'intensité de vos troubles que vous ressentez est importante et lorsque ça arrive fréquemment. Si ça arrive une fois, on ne va pas parler évidemment de troubles de la déréalisation. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez ça et quelles en sont les causes. On va recenser plusieurs causes. On rapporte des déréalisations suite à une prise de cannabis, suite à des douleurs ou alors des micro-épilepsies, c'est plutôt rare. Dans ce cas, il est bon d'aller faire un scanner du cerveau. Mais attendez, paniquez pas. Dans la plupart du temps, cela est dû au stress, aux crises d'angoisse, un stress qui est un peu fort et des crises d'angoisse, le sujet qui va nous intéresser. En tout cas, on constate qu'une grande majorité des personnes souffrant de déréalisation ont souffert de véritable manque de contact émotionnel avec leurs parents pendant l'enfance. Alors, il manquait pas de tendresse ces personnes, mais ils ne parvenaient pas à parler avec leurs parents de leurs inquiétudes ou de sujets qui auraient généré chez eux et même chez leurs parents de trop fortes émotions. Autrement dit, l'émotion ne pouvait pas s'exprimer. Et vous êtes nombreux à en souffrir. Une étude allemande en 2009, selon Marco Canterino, un psychologue qui a écrit dans le magazine Cerveau Psycho, numéro 48 de 2011, il affirme que 1,9% des Allemands présentent régulièrement des symptômes qui sont typiques de la déréalisation. Aussi, le syndrome de dépersonnalisation serait aussi répandu que la schizophrénie, l'anorexie ou les TOC. Alors, comment ça fonctionne, la déréalisation, et pourquoi vous souffrez de cela? Il existe évidemment de nombreuses théories. La première théorie nous dit que la déréalisation nous sert à ne pas ressentir une émotion ou une douleur trop forte afin de ne pas devenir fou, afin de ne pas, pardonnez-moi l'expression, péter les plombs. Nous allons prendre l'exemple de la crise de panique. Imaginez que vous êtes dans un supermarché et vous commencez à avoir une grosse crise d'angoisse. Vous avez peur et votre cerveau ressent comme une grande menace et il souhaite vous préparer à la fuite. Mais que se passe-t-il réellement dans votre cerveau? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Michel Siemens. Alors sur le plan cérébral, dès le début d'une agression, notre système d'alarme que vous allez voir, l'amygdale, qui est chargé de décoder les émotions et les stimuli de menace, va s'activer, elle va déclencher une cascade de réactions pour préparer notre fuite. Elle provoque entre autres la production par les glandes surrénales que vous allez voir, jaunes au-dessus du rein, des hormones du stress. Vous connaissez l'adrénaline, le cortisol. Résultat, tout l'organisme est sous tension, le flux sanguin, le rythme cardiaque, la respiration s'accélère et les muscles sont contractés, prêts à amorcer la fuite. Quand une victime est immobilisée par un agresseur, très vite, c'est la surchauffe. L'amygdale cérébrale s'affole, les centres nerveux au niveau du cortex censés analyser et modérer les réactions sont comme dépassés par les signaux d'alerte, c'est la panique totale. L'amygdale surchauffe et donc la victime est dans un état de sidération, comme paralysée. Du coup, elle ne peut plus se défendre, ni crier, ni même plus réagir. Elle est comme paralysée. La victime est dans un état de stress extrême, dépassé. Elle sent qu'elle va mourir. Alors pour éviter que le survoltage de cette amygdale ne provoque un arrêt cardiaque, le cerveau, vous allez le voir, déclenche une sorte de court-circuit en libérant des substances chimiques, de la morphine, de la kétamine, qui vont faire disjoncter le système d'alarme. L'amygdale est isolée, exactement comme un réacteur nucléaire fermé dans un coffrage.
Résultat, la production d'hormones de stress est alors stoppée. La victime est comme coupée du monde, déconnectée de ses émotions et pourtant la violence continue, mais elle ne ressent presque plus rien, ce qui lui donne un sentiment d'irréalité totale. C'est ça qu'on appelle la dissociation. D'ailleurs, les victimes le disent. À un moment donné, elles ont l'impression d'être spectatrices de l'événement. Ce que Michel Siemens nous décrit, c'est ce qui se passerait en cas de forte crise de panique selon la théorie. Ce serait aussi la théorie, selon le psychiatre autrichien Paul Schilder, qui explique que la déréalisation protégerait d'émotions trop fortes ou trop stressantes. Pedro Sancho, psychologue de la chaîne YouTube PsychoQuack, a son point de vue aussi sur le sujet que je partage avec vous. Au départ, la théorie, c'était que la déréalisation, elle arrivait comme un anesthésiant. En te coupant du monde, ça agirait comme un antidouleur pour t'aider quand il y a un problème. Un peu comme quand on pensait que les hallucinations, c'était une protection contre le monde extérieur, sauf qu'en fait, c'est juste le résultat du stress. Le problème avec cette ancienne théorie, c'est de nombreuses expériences qui ont montré que la déréalisation, elle t'insensibilise bien aux stimuli qui te stressent, mais par contre, le bug, c'est qu'elle te rend sensible aux éléments qui sont pas stressants. Donc genre, t'es stressé pour ton examen, tu déréalises, donc t'es moins sensible aux éléments liés à l'examen, genre les cours que tu dois réviser. Mais le reste, comme ton réveil, tes parents, ton visage, tout va te paraître plus dangereux, plus stressant. Donc, comme anesthésiant, c'est un peu de la merde. C'est un peu comme si t'avais un antidouleur pour ta tête qui te faisait mal au genou. Donc, niveau utilité de la déréalisation actuellement, l'idée, ce serait que ça sert à modifier ta perception des choses afin d'augmenter tes chances de survie face au danger. D'une part, ton cerveau t'insensibilise au danger pour que tu gardes tes fonctions intellectuelles sans te faire bouffer par tes émotions et que tu puisses mieux réfléchir. Et d'une autre part, ça modifie ta vision du monde pour envisager de nouvelles façons de t'en sortir et de trouver des solutions inédites que tu n'aurais jamais trouvées autrement. Bon, par contre, si ça se trouve, la déréalisation, ça sert à rien. C'est pas parce que quelque chose existe que ça sert à quelque chose. Et oui, si ça se trouve, il vous dit ça sert à rien. Il a peut-être raison. On cherche souvent une cause à tout et au final, il n'y a peut-être pas d'explication. Alors pourquoi chercher midi à 14h? Mais ce que vous devez savoir, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que l'on peut en sortir et nous allons voir comment. Maintenant que vous savez tout cela, vous devriez être un petit peu plus rassuré. Et c'est une des clés essentielles de ne pas dédramatiser ce qui vous arrive. Car plus on a peur des symptômes de la déréalisation, plus on va tomber dans le cercle vicieux de l'angoisse et plus vous tombez dans ce cercle, plus vous déréalisez. Existe-t-il des traitements médicamenteux qui ont une efficacité sur la déréalisation, la dépersonnalisation? Tout d'abord, mon premier conseil est d'éviter de tomber à tout prix dans les médicaments. Le côté pharmacologie, médicaments. Là, on a remarqué que tout simplement que ça servait à rien. Actuellement, les traitements sont vraiment pourris. Donc, si t'as un trouble de la déréalisation, les médicaments vont peut-être te faire aller mieux sur le court terme en te détendant un peu, te servir de béquille, mais ça va pas du tout te soigner. C'est très décevant de ce côté-là. Il y a aucun médicament qui a montré des effets très efficaces sur le trouble. Il n'existe à ce jour pas de traitement, selon Marco Canterino, psychologue, il n'existe pas de traitement autorisé. Il y a quand même certaines études par-ci par-là qui montrent une amélioration chez certains patients qui ont pris un antidépresseur associé à un anti-épileptique. Mais mon humble avis en tant qu'infirmier en psychiatrie, si on peut éviter de prendre des traitements, c'est toujours mieux. Car ces traitements ne sont pas dénués d'effets indésirables. Faites attention aussi de ne pas confondre déréalisation et perte de réalité comme dans la psychose ou dans la schizophrénie. Lorsque vous êtes en train de déréaliser, la réalité vous semble certes étrange, mais vous n'avez pas perdu tout contact avec elle. La personne qui souffre de schizophrénie, de psychose, a des hallucinations, elle est persuadée qu'elle est dans un autre monde que le sien et que son propre corps se transforme, que les émotions sont commandées par une sorte de force extérieure. Dans la déréalisation, dans ce qui vous préoccupe, c'est plutôt la sensation de comme si. C'est comme si j'avais pas de corps. C'est comme si ma vie ou ce que je vis se jouait
dans un film. C'est comme si mon corps se déformait. Vous voyez qu'on est loin de la psychose et de la schizophrénie. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, vous n'êtes pas fou si on peut employer ce terme. Évidemment, comme il y a peu d'études sur le sujet, et comme le trouble est peu connu, des mauvais diagnostics sont parfois posés, même de la part de psychiatres. Une enquête réalisée à l'hôpital du Mont-Sinaï à New York, portant sur des traitements qu'avaient reçus 117 patients atteints du syndrome de déréalisation et de dépersonnalisation, a révélé que 11% quand même sur 117 avaient été considérés à tort comme des schizophrènes et avaient reçu des neuroleptiques. Alors, les neuroleptiques que j'ai souvent donnés quand j'ai travaillé en psychiatrie en tant qu'infirmier sont des médicaments utilisés pour les schizophrènes, pour les calmer et surtout pour calmer les hallucinations. Or, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas psychotique, vous ne souffrez pas de schizophrénie et ces traitements ne vont pas du tout soigner la déréalisation, vous allez quand même garder les symptômes, mais en plus, ils ont des effets terribles, des effets indésirables qui sont absolument horribles, comme la prise de poids, des troubles moteurs, vous avez des difficultés, vous perdez l'équilibre, des difficultés pour bouger, et perte de la libido. Aussi, j'espère qu'en France, on fait nettement moins d'erreurs de diagnostic, mais vous devez être vigilant, d'où l'intérêt de cette vidéo par rapport au diagnostic. Une équipe d'Antonio Montovani de l'université on repart aux États-Unis de Columbia à New York a réussi en 2011 à atténuer les symptômes de certains patients avec la stimulation magnétique transcrânienne, en stimulant une certaine zone du cerveau. Si vous êtes intéressé par cette technique, regardez cette vidéo. La TMS ou stimulation magnétique transcrânienne est une technique où on utilise des ondes électromagnétiques plutôt que directement l'électricité pour pouvoir dépolariser certaines parties très spécifiques du cerveau. Nous l'utilisons dans le service chez des patients déprimés qui ne peuvent pas prendre de traitement antidépresseur pour des raisons d'effets secondaires liés à ces traitements médicamenteux. Des recherches actuelles sont en cours en psychiatrie sur la TMS dans les addictions, dans les hallucinations acoustico-verbales résistantes chez les patients schizophrènes. Alors on va lancer. Dans l'indication de la dépression, la TMS se fait une fois par jour pendant 4 semaines. C'est bon, ça va commencer. Ne bougez pas la tête. C'est parti. L'effet secondaire principal, et c'est pourquoi la présence d'un soignant est nécessaire dans la salle de TMS, c'est l'induction d'une crise d'épilepsie. C'est un effet extrêmement rare. Alors c'est apparemment sans danger et ce n'est pas du tout les électrochocs. Mais si vous ne voulez pas aller jusqu'à là, il existe des techniques beaucoup plus douces et que nous allons voir bientôt. Alors quels sont les pièges que vous avez besoin d'éviter pour sortir de la déréalisation? Après avoir dans un premier temps évité le piège du mauvais diagnostic et du médicament, vous avez un piège mental à éviter ou à en sortir si vous êtes déjà tombé dedans. Le scénario catastrophe, c'est un gros piège et j'ai consacré une vidéo entière là-dessus qui vous aidera et vous pouvez donc aller sur ma chaîne YouTube et ça s'appelle Comment calmer l'angoisse et l'anxiété avec la technique du scénario catastrophe. Et comme je vous le disais plus haut, plus vous allez focaliser sur vos symptômes, plus vous pensez que c'est une maladie grave du cerveau, que vous êtes en train de devenir fou, plus vous allez tomber dans la spirale de l'angoisse. La majorité des gens qui souffrent de déréalisation s'auto-observent, mais sous un angle catastrophique. Ce qui fait que vous pouvez déclencher, comme le dit Marco Canterino, un sentiment
d'étrangéisation, en vous regardant tout simplement dans la glace. En bref, plus vous vous mettez en tête que un scénario de catastrophe, et moins ça va aller. La solution, elle est toute simple. Vous allez avoir besoin de casser ce scénario catastrophe, et il existe de nombreuses techniques, de relativiser et vous dire non, je ne suis pas fou, non, je n'ai pas de problème au cerveau, tout va bien, et de se dire surtout, et ça peut vous aider, que ça va passer, et de surtout continuer l'activité que vous êtes en train de faire. Parce qu'au bout d'un moment, si vous continuez l'activité que vous êtes en train de faire, ça va finir par passer. En tout cas, votre activité va prendre le dessus, et même si ça passe pas complètement, vous avez au moins l'impression d'avoir fait quelque chose, et vous allez regagner en confiance en vous. Et vous allez mettre à distance ce sentiment de déréalisation. Pas facile à faire, je sais, mais c'est la base pour avoir moins peur de réaliser. Alors, n'attendez pas d'aller mieux pour reprendre une vie normale, comme le dit Didier Havet. Alors, commencez par ceci. N'attendez pas de ne plus avoir de dépersonnalisation et ou de déréalisation pour reprendre une vie normale. Reprenez votre vie la plus normale que vous pouvez, même avec des symptômes encore très actifs. Alors, je sais, si vous me dites c'est vraiment pas facile, je suis totalement d'accord, c'est extrêmement difficile, mais c'est une manière de vous encourager à changer d'approche. C'est en fait le principe de la thérapie comportementale que je pratique à mon cabinet. Plus vous vous exposez à une peur et moins vous avez peur. L'inverse est vrai aussi, moins vous allez vous exposer à cette peur et plus vous allez avoir peur. Alors, si vous avez coupé les liens sociaux, si vous n'osez plus aller voir votre famille par peur de déréaliser, si vous n'osez plus sortir de chez vous, la solution est de petit à petit, progressivement, de vous exposer à votre peur et de sortir. Alors au départ, je ne vous cache pas que ça va être dur, mais vous allez vous habituer et petit à petit, vous allez moins déréaliser. Vous allez débrancher cette alarme dans votre cerveau de la peur. Attention aussi au piège qui est fréquent, dans lequel vous êtes peut-être tombé, de passer beaucoup de temps sur Internet à rechercher de quoi vous souffrez et comment en sortir. Alors dans un premier temps, c'est nécessaire d'aller voir quelques vidéos sur le sujet ou de lire quelques articles pour bien comprendre votre problème, et nous l'avons vu pour dédramatiser, éviter de tomber dans un mauvais diagnostic. Mais ensuite, si vous continuez, il y a 2 pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Vous allez avoir des gens qui souffrent énormément de la déréalisation, qui passent leur temps sur les forums à dire qu'ils vont mal et qui ne font rien. Et ils ne sont pas passés à l'action, ou alors ils n'ont pas eu les bons conseils, mais ces personnes vont vous dire qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, et ça va vous décourager et vous faire penser que vous allez vous-même jamais vous en sortir. Et c'est totalement faux. Le deuxième piège que je vois souvent, et on me pose souvent la question sur ma chaîne YouTube, par mail, mais quelle est la technique? Pouvez-vous m'aider tout de suite? Quelle est la technique miracle qui va me guérir en un claquement de doigts? Donc mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de chercher en quelque sorte l'interrupteur, c'est-à-dire le bouton off par exemple. Arrêtez de chercher la technique qui va vous permettre de mettre un terme à la dépersonnalisation, parce que cette technique n'existe pas. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire du tout que vous allez rester comme ça toute votre vie. Ça veut tout simplement dire qu'en appliquant les conseils que je vous donne, votre situation va s'améliorer progressivement sur plusieurs semaines et même sur plusieurs mois. C'est comme ça que vous allez guérir, c'est-à-dire progressivement. Et comme vous souffrez beaucoup, ça vous paraîtra toujours trop lent, mais il n'y a pas de technique miracle qui va marcher de manière certaine. Plus vous cherchez cette technique miracle, moins vous passez de temps à appliquer des bons conseils, moins vous passez à l'action, plus vous restez chez vous et moins ça fonctionne. Alors bon, qu'est-ce qui fonctionne après avoir vu les pièges? Il est bon de voir qu'est-ce qui va fonctionner pour sortir de cette déréalisation. Marc Anterino,
encore une fois lui, préconise de tenir un journal où vous pouvez mettre par écrit vos difficultés et mettre en évidence les situations qui accentuent les symptômes et qui les atténuent. Et ça peut vous aider. Il préconise aussi la méditation de pleine conscience. Là aussi, vous pourrez aller sur mon site internet et puis sur d'autres chaînes YouTube, il y a plein d'exercices de méditation et vous apprenez à vous concentrer sur votre corps, sur vos sensations, tout en respirant. Et le problème dans la déréalisation, c'est que la capacité de votre attention diminue. Et la méditation va pouvoir vous permettre de retrouver les sensations de votre corps, de vos émotions et de vous réancrer dans la réalité. Attention, vous ne devez pas en faire une méthode de guérison absolue. Et il faut savoir que la méditation peut ne pas convenir à tout le monde. Le tout, c'est que vous testiez ou peut-être faites-vous accompagner par quelqu'un qui la pratique. Une des techniques qui fonctionne bien et que j'utilise beaucoup dans mon cabinet, qui a des résultats assez probants, est l'acceptation des symptômes et l'acceptation surtout des émotions désagréables et douloureuses. On l'a déjà vu, mais plus vous allez fuir les symptômes, vouloir vous en débarrasser tout de suite, plus ils vont vous revenir dans la figure comme un boomerang. Plus vous allez prendre conscience de ce que vous ressentez, sans le fuir, parce que plus vous allez fuir, plus ça va revenir, en entrant dans les situations qui vous font peur, en calmant votre respiration, plus vous allez progresser. Acceptez, je sais que ça peut vous paraître totalement contre-intuitif, car ces symptômes vous font sacrément peur. Mais c'est une des solutions qui marche le mieux à mon cabinet de thérapie. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, en effet. Et c'est pour ça que parfois, peut-être que vous allez réussir à vous en sortir seul, mais il est parfois important d'être accompagné dans une démarche de soins avec la bonne personne. Et faites attention aux charlatans, je le dis souvent dans mes vidéos, qui vous promettent une guérison rapide et sans effort. Une autre solution, si la déréalisation est due à des fortes crises d'angoisse et de stress, serait d'apprendre à se relaxer. Alors, vous allez trouver diverses méthodes de relaxation sur ma chaîne ou sur le net. Elles sont toutes bonnes. Il suffit que vous trouviez une méthode qui marche pour vous. Et on est tous différents. Mais il est évident que moins vous allez être stressé et plus les épisodes de déréalisation seront faciles à supporter. En même temps, j'ai remarqué que certaines personnes ont du mal à prendre du temps pour eux, pour faire des exercices de relaxation, pour pratiquer un sport qui a des effets aussi bénéfiques. L'activité physique a des effets bénéfiques sur la déréalisation. Alors peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Si vous êtes dans ce cas-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a nul besoin de faire des heures de relaxation. Parfois, quelques respirations bien faites avec des exercices bien précis suffisent tout simplement. Et ne rien faire en regardant par la fenêtre quelques minutes peut aussi tout simplement vous aider. Décrocher de son smartphone des mails parfois peut être aussi vital et vous amener beaucoup moins de stress. Faire du sport pour moi, de l'activité physique, c'est pas forcément aller courir pendant 3 heures d'affilée ou aller, j'exagère, 3 heures, mais vous n'allez pas courir pendant 3 heures, mais aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Non, ça peut tout simplement être de faire une marche de 5 à 10 minutes par jour tout en promenant le chien. Et ça peut déjà faire du bien et vous allez être moins stressé. Du côté alimentaire, vous essayez de manger une alimentation moins transformée, moins riche en sucre et ça peut vous aider à moins stresser. Enfin, pour terminer, il arrive que ce problème de déréalisation dans les crises d'angoisse soit dû à un problème qui vous gâche la vie. Et votre corps va choisir de s'exprimer par ce moyen. Et c'est souvent ce que je vois chez mes clients. Ils ont un souci au travail, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs parents. Et alors, je vais vous demander, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Ne fuyez plus le problème. Tentez de le résoudre, même si ça nécessite un peu d'introspection et que ça peut être douloureux dans un premier temps.
Mais votre problème vient peut-être de là. Alors j'ai tenté d'être le plus complet possible sur ce problème où on trouve peu d'informations, la déréalisation et peu d'études. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite en vidéo, 4 vidéos pour calmer vos crises d'angoisse en cliquant sur l'icône qui apparaît là ou dans le lien sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Au revoir.